Plusieurs de mes amis disent que l'économie n'est pas une science. Et cette opinion me semble très largement partagée. Mais pour éclairer la question, je pense qu'il est utile de regarder ce qu'ont fait les économistes créatifs, ceux qui ont créé la science économique. Et quand on les regarde de près, on voit que ce sont des personnes qui se sont trouvées confrontées à une situation économique et historique particulière et qui ont tenté de la comprendre. Et ma foi, comprendre une situation, est-ce que ce n'est pas scientifique? Alors, les situations économiques et historiques particulières sont toujours extrêmement complexes. Et pour arriver à les comprendre, eh bien, ces économistes ont construit des schémas, des représentations que l'on appelle modèles ou théories, et qui donnaient de ces situations une vue simplifiée, schématique, voire caricaturale, mais qui permettait d'en comprendre les traits essentiels, les principes, comme dirait Jomini lorsqu'il parle de stratégie. Prenons par exemple Adam Smith, qui, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, cherche à éclairer un phénomène naissant qui était celui de la mécanisation du système productif et qui est d'ailleurs, à cette occasion, le créateur de la science économique telle que nous l'entendons aujourd'hui. Prenons Ricardo, dans la première moitié du XIXe siècle, qui fait la théorie des échanges entre les nations, parce qu'effectivement, à ce moment-là, se posait le problème de la compréhension de ce phénomène et de son éventuelle utilité. Prenons Friedrich List, qui, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et de façon critique à l'égard de la théorie de Ricardo, montre qu'entre deux nations qui sont à un degré d'avancée technique et de compétences différentes, eh bien, le libre-échange n'est pas la formule la plus efficace. Il faut savoir doser un certain protectionnisme. Prenons Walras, à la fin du XIXe siècle, avec la théorie de l'équilibre général, il donne l'explication de la formation des prix et de l'utilité des échanges dans une économie qui, à ce moment-là, était en plein développement avec la deuxième révolution industrielle. Prenons Keynes et John Hicks au milieu de la crise des années 30, qui donnent une explication de cette crise par le phénomène des anticipations dans un futur incertain. Et voyez qu'à chaque étape de l'évolution de la théorie économique, les économistes créateurs ont fourni une représentation certes simplifiée, certes schématique, certes simplette, on peut dire, en regard de la complexité extraordinaire des situations qu'ils représentaient, mais néanmoins utile pour avoir les idées claires et, dans une certaine mesure, éclairer la décision stratégique. Alors, est-ce que c'est de la science? Ben oui, ma foi. Fournir des représentations simplifiées, simplettes, mais éclairantes d'une situation extrêmement complexe, oui, c'est de la science. Alors, il faut dire que se pose ici un deuxième problème, c'est que chacun de ces économistes créatifs a construit donc une représentation, un modèle d'une situation économique historique particulière, mais ces modèles sont un peu comme des immeubles, d'ailleurs parfois d'une grande beauté intellectuelle. Le modèle walrasien de l'équilibre général est aussi beau qu'un temple grec. C'est une construction intellectuelle extraordinaire, dont d'ailleurs les développements mathématiques ont fourni de quoi occuper la réflexion de très grands penseurs. Bien, donc chacun de ces créateurs produit un modèle. Et ces modèles, ils sont ensuite plantés dans le paysage intellectuel comme des immeubles, comme, je le disais tout à l'heure, des temples grecs qui s'imposent à la vue et, comment dirais-je, occupent l'intellect avec le prestige d'une construction bien faite. Le problème, c'est que chacun de ces modèles
et adéquat face à une situation particulière. Or, cette situation particulière qu'ils ont considérée à leur époque, est-ce celle que nous rencontrons aujourd'hui? Est-ce celle d'aujourd'hui? Je vais prendre un exemple. Le modèle de l'équilibre général de Walras, qui est considéré aujourd'hui comme le monument le plus imposant de la science économique, repose sur l'hypothèse que les rendements d'échelle de la production sont décroissants. Bon, c'est un terme technique, vous me le pardonnez, mais c'est ainsi. John Hicks lui-même a dit d'ailleurs que si, par malheur, il pouvait se passer que les rendements d'échelle deviennent croissants, eh bien, le modèle de l'équilibre général volerait en éclats et qu'il ne serait plus pertinent. Et c'est vrai. Alors, le drame, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes maintenant, eh bien, la plupart des rendements d'échelle sont croissants. Vous voyez que dans la production des logiciels, par exemple, l'écriture d'un logiciel, d'un système d'exploitation, par exemple, coûte extrêmement cher, mais une fois qu'on l'a écrit, une fois qu'on l'a programmé, eh bien, reproduire ce logiciel en un nombre quelconque d'exemplaires ne coûte pratiquement rien. Il suffit d'imprimer des disques. Pour les circuits intégrés, pour la microélectronique, c'est pareil. Concevoir un nouveau processeur, ça coûte extrêmement cher. Il faut aussi acheter des équipements extrêmement coûteux. Maintenant, les produire en un nombre quelconque ne coûte pratiquement rien puisque le silicium ne coûte pas cher. Et donc, là aussi, le rendement d'échelle est évident. Et cette croissance du rendement d'échelle s'étend depuis les techniques informatiques essentielles jusqu'aux équipements qui sont de plus en plus informatisés. Bon, un téléphone, c'est devenu un ordinateur mobile. Une voiture, c'est devenu un ordinateur avec des roues. Un avion, c'est devenu un ordinateur avec des ailes. Et dans la mesure où ces équipements comportent une forte proportion de dépenses consacrées à leur informatisation, eh bien, le coût de production est tel que le rendement d'échelle sera croissant parce que dans le coût de production, la conception initiale pèse un poids déterminant par rapport à la production d'une unité supplémentaire. Alors, nous sommes donc dans une situation historique, une situation économique historique aujourd'hui qui est complètement différente de celle que Walras considérait. Ça n'enlève rien à la qualité de sa démarche, ça n'enlève rien à la qualité de son modèle qui répondait effectivement à la situation que lui considérait, mais maintenant, notre travail, ça doit être de suivre la même démarche que lui, avec la même ambition de représentation schématique mais éclairante et utile donc pour la décision stratégique, nous devons suivre la même démarche que lui mais dans une situation différente. Et c'est ça que nous avons essayé de faire à l'Institut de l'économie en creusant le modèle de la représentation schématique, certes simplifiée, simplette, de ce qu'est une économie pleinement informatisée. Alors, il n'y a pas que des économistes créatifs, il y a aussi des économistes académiques qui remplissent une fonction très utile, puisque ce sont essentiellement des pédagogues qui enseignent aux étudiants les modèles qui ont été créés dans l'histoire de l'économie. Le malheur, c'est que les économistes académiques, personnes très respectables et souvent très compétentes, ne sont pas toujours ouverts à l'expression de nouveaux modèles ou de nouvelles réflexions. Lorsque Walras a publié ses travaux sur l'équilibre général, il a été critiqué d'une façon extrêmement violente par les économistes académiques de l'époque. Lorsque Keynes a publié son ouvrage sur la théorie générale, il a reçu vraiment des critiques d'une violence que l'on a oublié. Alors il faut reconnaître que son bouquin n'était pas d'une clarté extrême, mais enfin bon, il a fallu John Hicks pour réussir à raccrocher le train de la réflexion de Keynes avec la théorie économique jugée acceptable par les académiques.
Eh bien, nous, avec notre théorie de l'économie, puisque nous l'avons appelée ainsi, notre représentation schématique, simple et simplette, etc., de l'économie informatisée, nous rencontrons la même difficulté avec les académiques. Ils adorent le modèle de l'équilibre général. Ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Et bien sûr, le malheur, c'est que ce modèle ne répond pas à la situation, quelle que soit sa beauté, quelle que soit son élégance formelle, quelle que soit la qualité de son architecture intellectuelle, quel que soit le respect que l'on doit avoir pour Walras et pour ses successeurs qui ont mis au point ce modèle, il faut aujourd'hui accepter de raisonner dans un autre cadre et accepter, par exemple, que l'économie présente n'obéit pas au régime de la concurrence pure et parfaite, ne peut pas lui obéir parce que ce régime suppose que les rendements d'échelle soient décroissants, elle obéit nécessairement au régime de la concurrence monopolistique. Et ça, c'est une nouveauté d'évidence, franchement. On ne peut pas nier ce phénomène pour peu que l'on réfléchisse et pour peu que l'on sache se libérer du prestige des modèles économiques que l'histoire nous a légués. Eh bien, ce fait que, mais très éclairant, c'est une évidence dès que l'on regarde comment les choses se passent, eh bien, pour le moment, les économistes académiques ne l'ont pas encore assimilé et il faudra bien qu'ils y passent. Mais bon, on publie des livres, des articles et ça finira bien par percoler, comme la théorie de Keynes a percolé, comme la théorie de Walras a percolé.